Quand Delphine et Bénédicte m'ont invité à apporter un témoignage d'experts évaluateurs au niveau européen, alors j'ai évidemment accepté bien volontiers. Je précise toutefois que c'est une activité relativement modeste, même si elle est finalement très régulière depuis le 4e programme cadre, c'est-à-dire que ça date d'il y a 20 ans. Et donc à peu près tous les 2 ans, je suis amené à intervenir dans des panels d'évaluateurs, sur des projets de recherche, mais aussi sur des projets d'infrastructures de recherche. Il y a énormément de formes qui soutiennent la recherche au niveau européen. Alors, ce que je vais dire, ce sont des choses assez, sans doute, générales, mais qui vont peut-être apporter un autre éclairage que ce qu'on a entendu ce matin, qui était très, très précis, très focalisé. Le point de vue de l'évaluateur est quand même déterminant dans la mesure où c'est le passage obligé et c'est le premier filtre vraiment important puisqu'il y a des notes coup près dans la plupart des processus d'évaluation. Et donc, je dirais que la première chose, et ça prévaut aussi pour d'autres types de projets, mais particulièrement pour les projets européens, c'est qu'il faut rédiger un projet en se mettant à la place de l'évaluateur. Et je dis toujours qu'il ne faut pas écrire ce qu'on a envie d'écrire ou de dire, mais écrire ce qu'on a envie de lire. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête dans ces projets si vastes qui intègrent tant de partenaires et qui doivent répondre à tant de critères. Il faut vraiment, vraiment rédiger dans cet esprit-là. C'est particulièrement important parce que les panels d'évaluation, je ne les connais pas tous, je n'ai pas une vision exhaustive évidemment, mais sont souvent extrêmement hétérogènes. Et donc ça amène à prendre en compte toutes les facettes disciplinaires des attendus du programme. Notamment ces panels incluent par exemple des économistes professionnels, des ingénieurs du privé, des sociologues, des ONG. Et c'est évidemment des domaines qu'on peut complètement ignorer, nous qui sommes plutôt du secteur académique. Et finalement, ce domaine académique est souvent assez peu représenté et toujours minoritaire de toute façon dans les panels. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête quand on rédige un projet. Un deuxième point qui me semble important, c'est que, alors ça tombe sous le sens après ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'il faut évidemment renseigner au mieux tous les critères du programme, mais sans tomber dans la citation que je dirais caricaturale de passages entiers de l'appel d'offres. Et ça, c'est des choses que moi j'ai eu l'occasion de voir bien souvent. Alors peut-être sur les programmes plus anciens, c'est-à-dire que les projets qui étaient donnés à évaluer donc aux experts consistaient en des reprises, quelquefois strictement des copier-coller de passages entiers de l'appel d'offres, quelquefois surlignés en gras. Et quand on regarde la substance du projet, son originalité, finalement, on reste sur sa fin. Donc il y a un certain nombre de proposants qui rédigent leurs appels de cette façon-là. Alors évidemment, ils sont sûrs de bien répondre à tous les critères de l'appel d'offres, mais ils passent quand même à côté, pour moi en tous les cas, et je pense pour beaucoup d'évaluateurs, de l'essentiel. Donc il faut quand même essayer de trouver ce compromis où on n'oublie rien, tout ce qu'il faut renseigner, et donc en employant de façon appropriée, quelquefois en les paraphrasant, les termes de l'appel d'offres, en se les appropriant et en les rédigeant à sa propre façon. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important, mais il faut aussi apporter évidemment une dose d'authenticité, d'originalité dans ces projets. Alors, il y a aussi, c'est un autre domaine, tout ce qui concerne le transfert et qui fait souvent l'objet de critères vraiment explicites dans les appels d'offres. Et c'est un critère tout à fait déterminant qui peut ne pas être strictement restreint au partenariat avec des entreprises privées. Parce que c'est quelquefois assez difficile à mettre en œuvre pour certains projets fondamentaux, mais qui peut concerner, lorsque l'espace est permis, est autorisé, les actions de vulgarisation
de communication vers le grand public, de sciences participatives, etc. Et ça, par expérience, je sais que c'est un point qui est assez intéressant et qui, dans la plupart de nos disciplines fondamentales, peut donner lieu à des choses assez originales. Et je dois dire que ça, c'est aussi un point important, c'est qu'il faut savoir, dans un projet très contraint par tous les critères auxquels on doit répondre, de tirer son épingle du jeu et de faire preuve d'originalité, d'initiative. Donc il faut avoir de l'imagination et ne pas hésiter à creuser un filon sur, effectivement, je pense en particulier ici à Toulouse à un partenariat avec les Maisons pour la Science, à un plan régional voire national, avec les alter-ego qui peut exister dans d'autres pays européens, et qui donne une idée, une appréciation assez positive du transfert de la science vers la population, vers les jeunes, vers la formation, vers les enseignants. Alors, un élément que moi je trouve important, en tout cas c'est ma propre expérience, c'est de participer aussi à l'évaluation. C'est-à-dire qu'en tant que proposant ou que partenaire, d'avoir l'expérience de l'évaluateur est extrêmement utile. D'abord parce qu'on comprend un petit peu mieux les rouages du système d'évaluation, mais aussi des critères et de la pondération de ces critères, parce que c'est pas simple et c'est de plus en plus compliqué. Donc ça passe par évidemment une candidature, des candidatures. Vous avez dû recevoir ou voir passer ces sollicitations de l'Europe sous la forme de campagnes qui ont lieu de façon récurrente, souvent annuelle ou peut-être bisannuelle, mais il y a aussi des possibilités au fil de l'eau de s'inscrire comme évaluateur. Et donc préalablement un dépôt de projet, surtout si on a un projet à terme, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Sachant qu'effectivement, on n'est pas en même temps évaluateur et proposant. Donc, il faut savoir bien anticiper ce genre de choses. Et ça, c'est important, non seulement pour évaluer des projets, mais lorsqu'on est identifié comme un potentiel évaluateur pour, par exemple, une campagne de projet de recherche, on peut être aussi sollicité pour participer à des phases préalables, c'est-à-dire tout ce qui concerne la programmation, la définition des pré-projets, des pré-appels d'offres. Et moi, ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, de pouvoir contribuer avec quelques autres. Souvent, les panels ne sont pas très importants en nombre, hein, c'est 4, 5, 6 personnes, de pouvoir peser pour essayer d'équilibrer les termes des appels d'offres qui sont souvent très courts, pour ouvrir suffisamment, alors pas forcément pour soi-même, c'est pas l'objectif, mais pour les communautés qu'on peut représenter, ces appels d'offres. Et bon, personnellement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire il y a 20 ou 30 ans, mais c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Et pour peut-être, pas conclure, mais insister là-dessus, je dirais que c'est ma propre expérience. Il se trouve que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai déposé un projet en tant que coordinateur à l'Europe il y a une quinzaine d'années, qui s'est soldé par un échec, bon, comme ça arrive souvent. J'ai attendu un petit peu, je me suis présenté comme évaluateur et il se trouve que j'ai participé à plusieurs évaluations de projets. Alors on a des paquets de dossiers. À l'époque, ça se faisait uniquement à Bruxelles. Maintenant, il y a une part de l'évaluation qui se fait à distance, remote evaluation. Bon, très bien. Là, j'ai appris énormément de choses. J'étais dans un panel avec une économiste, un juriste, un sociologue, un ingénieur d'une entreprise privée qui était aux antipodes de ce que je fais. Moi, je suis un écologiste fondamentaliste, si j'ose dire. Et donc, j'ai vu que tous les projets qu'on évaluait étaient jaugés d'une façon très, très différente. Donc là, j'ai appris beaucoup. J'ai remédié aux défauts de ma première proposition, donc je l'ai fait évaluer. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rencontré des évaluateurs, et des évaluateurs qui étaient dans les couloirs, hein, ou dans les panels, peu importe, qui étaient dans des thématiques qui étaient compatibles avec les miennes,
qui étaient confrontés aux mêmes problèmes que moi et qui, pour certains, pouvaient être des partenaires intéressants dans mon projet. Et il se trouve qu'on a déposé un projet. Alors, j'étais toujours ce coordinateur. J'ai inclus certains évaluateurs. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration des défauts de jeunesse de ce projet. Et il se trouve que, par chance, on a eu un succès. Donc, notre projet a été financé. Ça ne se termine pas toujours aussi bien, ce genre d'histoire, bien sûr. Mais je sais que ça a été absolument déterminant pour le succès de ce projet. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses, mais ça a été bien précisé ce matin, sur lesquelles il faut insister. Mais on ne peut pas l'oublier puisque ça fait l'objet souvent de critères qu'il faut renseigner de façon explicite. La coopération internationale, les accès transfrontaliers pour tout ce qui est dispositif de recherche, la mutualisation, la bancarisation des données. Maintenant, c'est des choses qui sont incontournables, l'open access, etc. Donc, il faut évidemment répondre à ces questions, mais d'une façon générale, pour tous ces critères, il faut essayer d'être proactif, c'est-à-dire de prendre les devants et faire des propositions, je dirais, originales, dans la mesure où c'est possible, pour séduire le panel d'évaluateurs. Et ce n'est pas possible sur tous les critères, mais sur certains critères, il faut effectivement faire preuve de créativité. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire, j'ai pris quelques notes. Oui, alors ça c'est un point qui n'a pas de rapport direct, mais tout de même, moi là, ces dernières années, j'étais confronté à un problème en tant qu'évaluateur, et du coup, ça a des conséquences aussi en tant que proposant, c'est que lorsqu'on rentre dans une base donc d'évaluateurs au niveau européen, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous déjà, hein, probablement, on est amené à être sollicité. Alors surtout si on répond positivement aux premières sollicitations, de façon assez récurrente. Le problème est que on ne peut pas participer à l'évaluation de projets impliquant votre établissement. Et quand votre établissement, en l'occurrence, c'est le CNRS, qui est mon cas, qui représente quand même quelques milliers de chercheurs, 1200 laboratoires, etc., on est donc absolument coincé pour évaluer la plupart des projets impliquant la France et donc dans lesquels le CNRS est impliqué. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Darmstadt, par exemple. Donc ça, c'est une contrainte qui complique de plus en plus l'évaluation. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir intégrer. Bon, c'est un petit aparté, mais c'est quelque chose que je voulais vous signaler. Donc, voilà peut-être les points principaux que je voulais évoquer avec vous. Donc, c'est un témoignage, vous voyez, assez modeste, mais qui va dans le sens d'une incitation à participer à l'évaluation qui peut être vraiment utile.